Donc, bonjour à tous, bienvenue encore pour ceux qui étaient déjà présents au troisième atelier des étudiants du CRIR. Welcome to the third workshop of the Career Student Committee. We're very excited to have you today, and it's going to be a great talk about a very interesting subject that affects a lot of graduate students from the career. Donc, ça va être un sujet super intéressant qui touche beaucoup les étudiants du CRIR. Je vais parler de façon franglaise, donc je vais parler en français, ensuite en anglais pour introduire nos guest speakers, nos conférenciers de la journée. Merci à tous d'être présents. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. J'ai l'impression qu'il va y avoir d'autres étudiants qui vont se joindre au fur et à mesure qu'on s'approche du midi. Donc, je m'excuse pour eux des petits bruits qui vont peut-être arriver. There's going to be a few more students that are going to join maybe closer to noon, so sorry for the disturbance of them joining. So yes, without more waiting, merci à professeur Ingrid Verdoucix qui a eu l'idée de faire cet atelier aujourd'hui. C'est un sujet très intéressant pour nous. Donc, aujourd'hui, l'atelier est intitulé « Parlons argent », un échange décomplexé sur la rémunération des étudiants en recherche. So, today we're going to have a workshop about talking about money, an exchange not complicated on the money that students should get in research. Nous sommes très heureux de recevoir plusieurs conférenciers invités aujourd'hui avec nous. Je vais vous nommer en français, ensuite expliquer ce que vous êtes en anglais également, et je vous laisserai la parole par la suite pour indiquer à tous si vous voulez dire un petit bonjour. So, pour commencer, nous avons une chercheure du CRIR, Ingrid, qui est avec nous, qui est professeure associée à l'École d'orthophonie et de biologie de l'Université de Montréal. Ensuite, nous avons comme conférencier invité Andrea A.N. McLeod, qui est professeure et directrice du département de communication Science and Disorders de l'Université d'Alberta. Catherine Demers, qui est également avec nous, qui est orthophoniste et possède un PhD en sciences de la réadaptation de l'Université d'Ottawa. Nous avons également Jennifer Polk, qui est coach de carrière et également doctorante. Nous avons également Michel Desmunck, candidat au doctorat en génie mécanique de l'ETS. Nous avons Rachel Bouzéral, qui est doctorante de l'ETS également. Et finalement, nous avons Valérie Giguère, qui est orthophoniste, doctorante de l'Université de Montréal. So we have a beautiful guest speaker panel today. We have with us Ingrid, which is a professor, associate professor at the School of Speech Pathology and Audiology of the UDM. We have Andrea McLeod, which is a professor and director of the Department of Communications and Science and Disorders at the Alberta University. Catherine Demers, which is a speech pathologist, a PhD, and at the rehabilitation science at the University of Ottawa. Jennifer Polk, which is a career coach and PhD. We have Michel Desmunck, which is a PhD candidate from ETS, in the mechanical engineering. Rachel Bouzéral, which is from ETS, a PhD as well. And finally, we have Valérie Giguère, which is a speech pathologist from U of M, also a PhD. So, thank you everybody for being here today. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Et je laisse la parole à Ingrid pour commencer notre atelier. Excellent, merci beaucoup Jacqueline et merci aux communautés étudiantes d'organiser ça avec mon labo, c'est vraiment super génial, au CRIR aussi qui propose ce type d'atelier, je trouve ça vraiment génial. Alors pourquoi cet atelier aujourd'hui? Mais ça provient d'expériences personnelles, de questionnements personnels et d'ailleurs je suis super contente de voir qu'on a des professeurs aujourd'hui avec nous aussi, des directeurs de recherche, parce qu'en fait c'est une question je pense qui n'est pas spécifique aux étudiants, c'est quelque chose qui nous touche nous aussi. Moi, j'ai été
j'ai vécu dans l'académie en Suède, en Belgique. Je travaille avec des personnes de pays différents. J'ai vu différents milieux de laboratoire et aussi de manière interdisciplinaire. J'ai travaillé avec des gens du domaine du génie, du domaine de la réadaptation, du domaine médical. Et finalement, je me suis rendu compte que tout le monde fonctionne différemment. Et tout le monde pense que sa manière de fonctionner est normale. Et ça laisse plein de flou partout parce que quand on n'est pas né dans cette normalité-là du département spécifiquement, du pays spécifique, du laboratoire spécifique, ben, tout paraît très opaque et très flou et c'est dur de s'orienter là-dedans. Et en discutant avec mes étudiants beaucoup cet été, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de questions qui restaient opaques et ça pose problème même pour un directeur de recherche, finalement, de se dire comment est-ce que je définis cette histoire de la rémunération et de la reconnaissance du travail des étudiants en recherche. Donc, on a rassemblé ces panélistes aujourd'hui et j'ai super hâte de tous les entendre. Alors, je propose juste, on fait un mini tour de table où on se donne le temps de faire un petit bonjour, small hello. So, Jennifer, you go. Yeah, thank you. Merci. Bonjour, tout le monde. I'm in Toronto. You can call me Jen. And I have my PhD in history, which is a humanities subject. And so we didn't talk about money at all, ever, formally. But now I think about money all the time, every day, because I'm self-employed. So it's very top of mind. And I talk about it a lot on the internet and with clients and with my own kind of professional community of other self-employed folks who have PhDs. So yeah, it's a really interesting topic, and thank you. Merci. Rachel, thank you, Jen. Hi, everyone. I'm a professional researcher at École de Technologie Supérieure in electrical engineering. Like Ingrid, I've experienced academia in 3 different countries, and in every country it was very different. It kind of progressively just got better. Yeah, as a woman in engineering, that really is a very heavily male-dominated field. It's an interesting conversation that we're going to have. Excellent, merci beaucoup. Valérie, est-ce que tu voudrais prendre la parole? Bonjour tout le monde, moi c'est Valérie. Je vais corriger ce que Jacqueline a dit tantôt. En fait, je suis plus étudiante au doctorat, donc j'ai décidé d'arrêter en décembre pour plein de raisons, mais entre autres pour poursuivre justement ma carrière en tant qu'orthophoniste travailleuse autonome. Donc, j'ai ma clinique maintenant. Puis je suis vraiment contente de parler d'argent avec vous parce que ça a été assez rock'n'roll de mon côté. C'est peut-être un des facteurs qui a fait que j'ai décidé de quitter le milieu académique. Donc, j'ai bien hâte. Merci énormément. Et oui, c'est Valérie qui était mon ancienne étudiante au doctorat, dont je suis immensément fière, Valérie, je te le dis d'emblée. Et merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Andrea. Alors, salut, moi c'est Andrea McLeod. Alors, je suis professeure titulaire à l'Université d'Alberta et directrice de département ici. Alors, j'ai eu toutes sortes de différentes expériences sur mon chemin. Entre autres, j'ai fait mes études aux États-Unis durant une période où le dollar canadien était très, très faible. Alors, on avait un taux d'échange autour des 60 sous. Alors, l'expérience d'être une étudiante à l'étranger, les limites sur la capacité de travailler hors campus et d'avoir même un prêt canadien que finalement la valeur était pas du tout aidante, et puis comment négocier puis trouver des chemins de l'intérieur de ça était vraiment important pour toute la période de mes études graduées. Alors, voilà, et puis maintenant, je suis de l'autre côté un peu, et puis d'essayer de penser de comment soutenir les étudiants de façon équitable et respectueuse. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Merci, Andrea. Michel. Bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Michel Demac. Je suis doctorant à l'ETS. Je suis le collègue de Rachel.
Et moi, je fais de la biomécanique, donc j'étudie la mécanique appliquée au corps humain, on va dire. Et pour l'instant, j'ai pas encore goûté au monde professionnel. J'aime beaucoup les études, donc j'ai continué. J'ai goûté à l'académie avec ma maîtrise, j'ai goûté à l'académique avec mon doctorat. J'ai un peu fait des stages dans des entreprises dans le privé, on va dire. Mais pour l'instant, je suis dans l'académique et je suis dans ma dernière année de doctorat, donc on verra par la suite comment ça va se passer. Et j'ai très hâte de discuter de tout ça avec vous toutes. Merci à toi. Catherine, c'est toi qui ferme le bal, hein, je pense. Ah bien, bonjour. Donc, moi, c'est Catherine. Donc, moi, j'ai terminé mon doctorat il y a déjà quelques années. Je suis stagiaire postdoctorale sous la supervision d'Andrea McLeod, donc à l'Université de l'Alberta, depuis le juin dernier. Puis, moi, mon expérience, c'est un peu, j'ai étudié du côté du Québec, en Ontario, et puis maintenant, je suis en Alberta. Merci, excellent. Alors, je vous propose d'ouvrir cette table ronde avec une question, une thématique plutôt de discussion qui est qu'est-ce qui compte comme du travail? What counts as work? Et Michel, tu viens de dire quelque chose qui m'a vraiment frappée. Tu dis, j'ai pas encore goûté au monde professionnel, mais tu es au doctorat. J'ai bien compris ça. Okay, Ouais, donc c'est tu ça. es dans l'académie, mais tu fais comme une distinction, je ne suis pas dans le milieu professionnel. Et je pense que ça vient toucher au cœur d'une des difficultés dans nos domaines, c'est que petit à petit, on passe d'un statut étudiant où on est en formation et on paye pour sa formation, à tout doucement transiter vers une profession qui est la profession de chercheur si on s'oriente vers l'académie, où finalement, on ne va pas faire beaucoup de choses très, très différentes de ce qu'on fait pendant son doctorat. On va le faire aussi, bien sûr, il y a d'autres éléments, mais à partir de quand est-ce que justement ça devient quelque chose de professionnel et quand est-ce que ce n'est pas professionnel, mais c'est la formation? Et tout ça, ça nous mène à la question, qu'est-ce qui compte comme du travail quand on fait une thèse, quand on fait un mémoire de maîtrise, quand on fait un travail dirigé, une lecture dirigée et qu'on est impliqué par ailleurs dans le travail d'un laboratoire dans ce contexte-là. Alors, je proposerais peut-être mais justement, Michel, toi, comment est-ce que tu réfléchis autour de ça? Pourquoi pour toi, tu n'es pas dans le monde professionnel? Alors, je pense que c'est par rapport à on va dire, la vision générale qu'on a que notre profession, c'est quelque chose qui nous apporte des sous. Moi, pour l'instant, je juge que j'ai pas encore, on va dire, je reçois pas un salaire vis-à-vis de mon activité, l'activité principale que j'ai aujourd'hui. Et je suis que boursier. Et la bourse, c'est quelque chose, on va dire, c'est très différent d'un salaire, on va dire, que je vais appeler classique. Et oui, je pense que c'est pour ça que je n'appelle pas ça ma profession, bien que quand je me présente, on va dire, aux gens qui ne me connaissent pas ou que dans la rue, on me dit qu'est-ce que tu fais, que je dis que je suis doctorant, je leur dis que c'est mon travail, en fait. Parce que je fais de la recherche, je suis encore en études, mais tout ce que je fais, c'est pour apprendre, mais en même temps, c'est pour contribuer à, on va dire, un bien commun. C'est ça, c'est, on va dire, mon boulot, mon job. Excellent. Catherine, j'aimerais t'entendre là-dessus aussi parce que je sais que justement, cette distinction bourse rémunérée, est-ce qu'on est, si on travaille, quelle est la différence entre faire le travail en tant que doctorant ou faire le travail en tant qu'auxiliaire de recherche, par exemple? C'est une bonne question. De mon côté aussi, j'ai été boursière durant mon doctorat. Puis j'ai fait plusieurs petits travail à côté pour avoir un salaire. Puis je pense que il y a beaucoup plus, on englobe beaucoup plus de tâches nécessairement dans le travail de recherche en étant étudiant en doctorat. Donc, c'est tout ce qu'on fait est compté, j'imagine. En tout cas, Michel, je ne sais pas de ton côté, mais c'est compté comme du travail. Puis, dans les contrats, c'est un peu différent. Donc, il y a du travail autour qui se fait, mais qui n'est pas nécessairement payé. Puis, il y a certaines tâches, comme les tâches qui sont les objectifs, par exemple, des contrats de recherche, que là, qu'on va être payé, comme par exemple un contrat d'assistant de recherche que j'ai eu pour aller faire des évaluations en orthophonie d'enfants. Donc,
l'évaluation en tant que telle, je considérais ça comme des tâches, mais envoyer les courriels aux parents pour organiser les rencontres, les déplacements qui devaient, pour moi, prendre plusieurs autobus, aller là-bas. Donc, je ne considérais pas ça comme le travail payé. Donc, c'était vraiment les heures passées avec les enfants quand j'arrivais que je comptabilisais. Donc, les rencontres aussi avec la doctorante pour laquelle je travaillais pour aller échanger des fichiers, ça, je ne comptais pas ça comme des tâches. Mais ça, c'est aussi peut-être dépendamment des objectifs qu'on s'est fixés. Donc, dans le contrat, qu'est-ce qui devait être fait, qu'est-ce qu'on s'est entendu, qu'est-ce qui comptait comme des heures payées ou pas. Tandis que tout ce que je mentionnais, comme travail comme doctorante boursière, je le comptais à l'intérieur d'heures qui faisaient partie de mes tâches. Je ne sais pas si c'est comme ça pour le reste des gens, mais c'est comme ça que moi j'avais cette vision. Excellent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui spontanément voudrait continuer? Oui, Rachel. Well, I think it's really interesting to hear Michelle and Catherine talk about this because I think this is one of those issues that's very country dependent. I mean, in the US and in Canada, PhDs are students. We're PhD students. But when I spent some time as a visiting PhD in Denmark, it was a completely different experience. They were making triple my PhD salaries. They were supervising students. They had their own students. A PhD was an employee. They had everything that a professor had in terms of social benefits and all of that. You know, they were considered employees of the university. Versus here, I mean, we're just starting to negotiate being employees as PhD students at ETS. I mean, even postdocs aren't PhD students at ETS, right? So like aren't employees, I mean, excuse me. So I think we're just starting now to create unions so that we can get rights as employees here, because before it was just so easy to say this is a scholarship. You're not going to get taxed, but you have no benefits and you work overtime and you do. And I think that everything should count when you're a PhD student and when you're a postdoc. Getting there is part of your job, you know, like so I see it differently. I see that we should count those things and we actually should be employees from the moment you're a PhD student. See, I said it, PhD student. It shouldn't be student. The moment you're a PhD worker, candidate. You would say, how would you call it? How would you call it? A PhD? A PhD candidate. This is PhD actually the proper way of saying it. It's tricky because, you know, even if when you have a job with a salary, to use Michelle's term, it's not like you don't learn on the job, right? It's not like you come in knowing everything. It takes a long time to get someone up to speed, to use that language. It can take like 6 months for somebody to kind of learn the job, and then they continue to learn. Professional development is part of a job, any good job that you would want after you get a PhD. So there's no kind of bigger reason. There's no bigger reason here philosophically why a PhD student should be a student, right? I mean, yeah, to the point about Denmark, and totally, I mean, it's how we've set things up. If that makes sense. It does, totally. And we can set it up differently. I don't know how, but we could in theory. There's no reason. Yeah, I'm going to follow up on that because I think it's something that leads into our work as academics as well. Alors, cette idée que une partie de notre temps, c'est du travail, l'autre partie, c'est quoi? C'est un passe-temps, it's a hobby. Alors, ça revient à l'idée peut-être qu'on a c'est une profession, mais c'est aussi une vocation, right? C'est pas juste pas simplement un travail, mais ça dépasse ça. Puis, c'est les gens, comme prof, je vois, c'est des fois des messages ou des gens dans une discussion dire « Oui, mais moi, je me considère hyper chanceux de pouvoir faire comme travail ce qu'il est ma passion. » Et donc, le fait que je travaille 70 heures par semaine, c'est parce que j'ai cette passion pour ça. Et donc, parce qu'on est plus passionné, on produit plus, etc., etc. Et ça devient une question pas de
c'est ça nous démarque en termes d'équité, de qui peut mettre 30 heures de plus dans une semaine normale vers leur passion versus vers leur famille, vers leur santé. Alors, on a des gros mismatchs, puis je pense que ça commence très tôt. Je pense que durant la période d'étudiants au bac, c'est peut-être plus... je ne sais pas, j'ai des conversations avec des étudiants qui me disent, ben ça, c'est le nombre d'heures que je devrais mettre dans mon cours, puis j'en ai mis trop pour ce devoir. Alors, il y a beaucoup c'est des discussions très pragmatiques, mais au niveau des études graduées, once you get to graduate school, it becomes much more, you need to put in what you need to put in, and it's about, following your passion. And in a way it's true, but in a way it's a really dangerous way of thinking. And I think it sets us up for a lot of other dominoes in terms of our the way we've set up our lives. And I agree, I think that there's some really interesting work being done in Denmark, for example, in the Netherlands, about really trying to make our jobs into a job that should be 35 hours a week or 40 hours a week with, and that's what you're evaluated on. Merci Valérie. Ben, pour faire du pouce sur ce que Jen et Andrea disent, en fait, je pense aussi que ça crée des mauvaises habitudes pour le futur, parce que je pense à puis je pense que c'est un problème aussi pour les orthophonistes en général, mais j'ai des amis qui sont publics, qui rentrent à la maison, puis qui ne sont pas payés, puis qui planifient des sessions pour le lendemain. Moi, j'ai de la difficulté à charger des clients pour des appels téléphoniques ou pour remplir des formulaires gouvernementaux, parce qu'on dirait que je me sens mal, je pense, mais en même temps, tu sais, c'est mon temps quand même. Fait que je pense que ça crée un précédent quand toutes nos études ont fait du travail comme du travail supplémentaire ou du travail bénévole juste pour keep up avec tout le reste. Fait que je pense que c'est important de setter des bonnes limites quand on est aux études. Est-ce que, Valérie, toi, est-ce que c'est simple pour toi de voir justement cette différence, de mettre la limite entre ce qui est du travail ou pas? Catherine, je crois que tu disais, tu comptais comme travail quand tu voyais les clients pour ta recherche, mais tout ce qui était en termes d'organisation, de pouvoir rendre possible ces rencontres, tu ne le comptais pas comme du travail. Tu vois, pourquoi cette distinction? Et Valérie, est-ce que toi, quand tu entendais Catherine parler, est-ce que tu avais tu reconnaissais cette pensée? Je la reconnais, mais par contre, en essayant d'avoir du recul, je me dis que ça a comme pas de bon sens. Théoriquement, je ne suis pas d'accord avec Catherine, mais en pratique, je sais que je fais la même chose. Donc, mais je pense que c'est important, comme écrire un courriel, faire des meetings préparatoires, ça compte tout comme du travail, en théorie. Mais c'est vraiment difficile de se dire, je compte mon écriture de 15 courriels ce matin comme du travail. Mais je pense que c'est une habitude qu'il faut prendre. Puis, je pense que, je fais encore un parallèle avec le privé parce que là, je suis vraiment là-dedans ces temps-ci, mais quand je charge un client, j'ai un exemple, mais 100 $ pour une rencontre, je ne charge pas 100 $ pour l'heure que je donne, je charge 100 $ parce qu'il y a un 20 minutes de préparation, il y a un 20 minutes après où on prend des notes, donc on charge pour tout ça, même si on passe juste une heure comme direct, mais on charge aussi pour les tâches connexes, fait qu'on devrait faire la même chose pour quand on travaille, donc on devrait compter nos heures connexes quand on travaille pour les labos, quand on travaille, ou en tant qu'étudiant au doc, là, ouais, définitivement. Mais en pratique, c'est difficile. Est-ce que, j'aimerais, vous l'avez nommé, plusieurs d'entre vous, ça nous mène à des mauvaises habitudes. Andrea, tu dis, ça nous mène aussi à la manière dont on organise notre travail. C'est quoi le rôle d'une ou d'un directeur de recherche, d'un professeur? C'est quoi notre rôle vis-à-vis de nos étudiants? Est-ce qu'on est des modèles? Andrea, tu penses quoi de ça? C'est une conversation compliquée. Je pense une partie de la réponse, c'est oui, je pense implicitement, on est un modèle si on regarde autour de nous.
comme étudiant, puis on voit ce qu'on voit, mais on ne voit pas, on voit pas nécessairement l'ensemble de la vie de notre superviseur. Alors ça, c'est quelque chose qui est important de garder en tête. On voit des morceaux, comme c'est l'expérience des étudiants de bac qui ne voient pas ce qu'on fait durant nos étés. Donc, il y a un peu cette impression qu'on est en vacances quand ce n'est pas du tout le cas. Alors, je pense que ça, c'est d'essayer de rendre un peu les choses plus transparentes et puis aussi je pense qu'il y a encore des fois l'idée de comme parce que j'ai vécu ça, mon étudiant devrait le vivre aussi et puis d'essayer de se séparer de cette idée-là. Puis c'est vraiment comme quels sont les buts pour leur avancement, d'essayer de donner des balises de qu'est-ce qui est good enough, qu'est-ce qui est assez pour passer cette étape-là, mais qu'est-ce qui est nécessaire pour... puis good enough, c'est vraiment différent selon la tâche. C'est jamais parfait, right? Like l'idée que la perfection est quelque chose qu'on peut retrouver, je pense que c'est vraiment une idée dangereuse. Puis je pense avoir des conversations honnêtes de dire, ben, si tu veux finir, on va dire, tu veux arriver à la fin de ton examen de synthèse en mai, ben, c'est très ambitieux. Puis si on recule de ça, ça veut dire peut-être des journées c'est des semaines de 50 à 60 heures pour 3 mois. Est-ce que c'est ça que tu souhaites? L'étudiant peut dire non, je ne peux pas faire ça. C'est comme, OK, ben on repousse le deadline pour que ça soit plus vivable. Ou pour l'étudiant, ça peut être oui, parce qu'après, mes enfants sont à la maison durant l'été, puis ça va me permettre d'être plus avec eux puis travailler moins d'heures. C'est aussi de penser à la flexibilité sur l'année, que peut-être c'est 60 heures durant 3 mois, mais ça ne devrait pas être le rythme soutenu, que peut-être il y a de la variabilité, puis c'est correct. Puis je pense que c'est peut-être quelque chose qui nous distingue de d'autres professions, c'est cette flexibilité qui est bien, mais c'est aussi le côté négatif où des fois, on se laisse prendre par la flexibilité en voulant dire qu'on peut toujours en faire plus et pas vraiment prendre l'avantage des moments où c'est correct. On peut ralentir un peu aussi. Alors, Rachel, can I see your burning hand? Yeah. Well, je suis vraiment d'accord en fait dans le sens que on est des modèles, mais pas dans le sens que they should look at how we do our jobs. It's not about that. That's not how we are models to our students. We're models to our students by helping them create their own boundaries, actually, by not being like, I expect you to finish this paper in 2 weeks, you know, like it's actually to be like, listen, writing a journal article for the first time is actually a lot of work. This paper isn't going to get done in 2 weeks. So it's about letting them know what are correct boundaries. But then again, it's up to them, you know, it's if they want to do it, if they want to try to go for this paper in 2 weeks, do it. It is part of the flexibility of academia. I think it's part of why some of us want to stay in this field, you know, like when Michel was talking about, you know, he's never left into like a professional, I know exactly what it is. I've never left academia. I also went directly bachelor's, master's, PhD, postdoc to researcher because I love that flexibility. Yes, it means a lot of work, you know, overtime, but it also means that sometimes I can take a day off and decide that I will do it on my overtime in 2 days. And I think as models, we're supposed to create healthy boundaries for them, you know, to tell them that I don't expect this ridiculousness or this exploitation. I'm not going to exploit you and I'm not going to exploit your time. If you want to manage your time and have days that are extremely heavy and difficult so that you can get days off, then that's fine. But my expectations should be healthy and set healthy boundaries. That's how I see it. Thank you, Andrea and Rachel. Michel, tu veux nous revenir là-dessus? Ouais, je voulais rebondir sur le fait que je suis tout à fait d'accord avec cette histoire de flexibilité, de frontières, on va dire, de laisser, on va dire, le libre arbitre à l'étudiant en question. Et moi, j'ai pensé à ça hier soir et je me suis dit, qu'est-ce que devrait représenter la relation entre le directeur et l'étudiant?
Et j'ai imaginé en fait que l'étudiant, c'est une voiture, on est sur l'autoroute, on a plusieurs voies sur lesquelles on peut se déplacer. Et en fait, le directeur, moi, ce que j'imagine, l'idéal, ce serait que ce soit les barrières de sécurité, en fait. C'est-à-dire qu'on a confiance dans les barrières de sécurité, c'est-à-dire que si on va trop loin et que par mésaventure, on s'enquille dans les barrières de sécurité, ben on sait qu'elles vont nous retenir, et on a confiance en elles, on a confiance en leur sécurité. Et même si on ne va pas taper dans ces barrières de sécurité, on sait qu'elles vont nous permettre de rester entre les 3-4 voies possibles au milieu, en fait. On va pouvoir rester sur la voie de droite si jamais on ne veut pas aller vite, qu'on veut garder, on va dire, un rythme assez lent, on va dire, mais qui va nous permettre peut-être d'aller plus lentement et plus loin. Ou alors, si on a le tempérament, on a le caractère à vouloir, on va dire, accélérer et qu'on a envie, on va dire, d'être motivé et speed, on va plutôt prendre la voie de gauche. Et là, on va commencer à doubler et on va aller à une vitesse plus élevée, on va dire. Voilà. Est-ce que tu... Le défi Oui, à long vas-y, Andrea. terme, le défi à long terme, c'est aussi de garder un œil de comment éviter le burn-out. Alors, l'étudiant qui semble pouvoir beaucoup en prendre, mais c'est normal, on peut avoir un rythme soutenu, mais est-ce qu'on peut avoir ce rythme soutenu pour toute la durée du doc? Et puis après le post-doc, et puis après le début de carrière, excuse, mes bras n'entrent pas dans la caméra, mais et c'est là où essayer de trouver des façons de j'aime beaucoup cette analogie de la route, et puis que des fois on est dans la zone express, mais on ne peut pas rester là, il faut aller acheter du gaz ou faire reposer le moteur un peu. Alors, je pense c'est une bonne image pour être capable de parler de OK, là, ça fait 3 mois que tu es dans cette zone-là, il faut commencer peut-être à penser à être dans la voie plus lente pour être capable de reposer le moteur, pour être capable de reprendre un peu de vitesse si c'est nécessaire. Jennifer, that sounds like a coach's expertise. No, isn't that... For me, that sounds like we're coaching. It's a coaching role. We're coaching our students. Do we have that expertise as researchers and professors? Are we trained to do that? My quick definition of coaching is that it is about facilitating, facilité, right? I think you can do the direct translation there. Students or clients or whatever, self-transformation. This sounds big, but it's about supporting, helping, whatever. I think facilitation is the right word. Them doing what they want to do. And I don't think that a professor can do that with a student. At times, maybe, but the relationship is too close. They're too implicated, particularly in some fields. And I don't know whether this is the case at your institutions where your professor, your PI, is directly responsible for you getting paid. That relationship, you can't really coach there. Am I making sense? Yeah, totally. And I like it that you're redirecting us towards the topic of our encounter today, money. Because it's close. It is truly close. So we have this relationship. We actually sometimes can pay our students, help them in getting fundings or not, or so it is a frauded relationship in some way. I would I would very much like to hear Valérie and Catherine also on this. Qu'est-ce que vous attendez du directeur de recherche? C'est quoi? C'est qui cette personne? Peut-être y aller en premier. De ma part, quand j'écoutais parler aussi les conversations antérieures, là, le rôle du superviseur et la relation, puis moi, personnellement, c'est ça, étant donné que j'étais boursière, puis il y a beaucoup de petits laboratoires où j'étais à l'Université d'Ottawa, donc il n'y a pas beaucoup de travail d'assistant de recherche à l'intérieur du département, donc il faut soit aller à l'extérieur ou faire d'autres types de travail. Donc, oui, il y avait cette
conversation, discussion ouverte, hein, c'est quoi nos objectifs, quand est-ce qu'on veut terminer et tout. Et je pense que pour faire du pouce là, sur ce qui a été dit préalablement, mon côté, j'ai été chercher d'autres ressources également au niveau justement du counseling ou bien des ressources à l'université pour aider dans l'écriture. Donc, pour aider mon cheminement là, en tant qu'étudiante au doctorat, pour établir justement cette hygiène de travail, pas pour trop pousser ses limites, éviter justement de travailler trop longtemps à plusieurs heures par semaine, de prendre des pauses et tout. Donc, je pourrais dire pour cet aspect-là. Puis, qu'est-ce qui a peut-être changé? Puis là, quand on parlait de la relation avec superviseur et puis argent, donc au post-doctorat, donc c'est mon deuxième post-doctorat, j'en ai complété un avant, donc on est payé, j'étais payée pardon, donc on peut soit être boursier ou bien être payé encore. Et là, j'étais payée et je suis encore payée comme employée salariale. Puis, je crois que de mon côté, ça fonctionne bien étant donné la relation qui est très ouverte ou les discussions qui sont très présentes, les flexibilités d'une part et d'autre, les objectifs aussi, les rôles qui étaient attendus au départ, qui ont bien été établis pour les deux postdoctorats, qui faisaient en sorte que ça facilitait. Et la relation qui est très humaine, donc on voit l'équilibre travail, vie sociale à l'extérieur, le conseil ou le rôle. Je ne sais pas si ça répond bien au questionnement qu'on avait, mais pour avancer la discussion. Mais je pense que c'est ça l'importance juste d'avoir cette conversation ouverte dès le départ, d'une part et d'autre, de savoir c'est quoi vos attentes, nos attentes de part et d'autre, puis qu'est-ce qu'on va obtenir de tout ça. Facilite. It's like, stop dancing around the issue. Like, let's clarify things, right? If you got a salary and you're an employee and you have a manager or a supervisor, right? Whatever, like that's much clearer. That's much clearer. And we should want that. I'm not saying that, nothing is perfect, but this murkiness, I think no, it's not great. I was going to say, and of course, in my work, as working with folks on careers, a huge problem with not being an employee or only being an employee for a small slice of your work is that you aren't eligible for employment insurance at the end of it all. So you graduate and you're fucked financially, excuse me, right? And that's terrible. That's terrible. So there's kind of real life implications for switching the status. Voilà, ça c'est quelque chose auquel moi je ne pense pas, par exemple, parce que je ne connais pas bien le système canadien, québécois, parce que voilà, donc effectivement, ça amène une insécurité aussi et c'est pour ça que même on entend, Valérie, je vais te donner la parole après aussi, mais pour rebondir là-dessus, en tant que directeur de recherche, on n'est pas formé pour gérer des employés. Et en tout cas, moi, je n'avais pas ça dans mon cursus, nulle part. Je n'ai pas eu de formation sur comment gérer ma mini-entreprise de laboratoire. C'est quoi philosophiquement le travail? C'est quoi financièrement le travail? Ces enjeux-là? Aucun. Et donc, je me dis qu'il y a aussi Valérie, tu vas t'étendre plus longuement là-dessus. Tu étais ma première étudiante au doctorat. Et donc, on a découvert ensemble, moi j'ai découvert avec Valérie le système, l'écosystème et le murkiness dont tu parles, Jen. C'est de me dire, ah mon Dieu, mais toutes ces choses qu'il faut que je découvre pour pouvoir devenir un advocate pour mes étudiants. Donc, il y a ces enjeux-là aussi. Je continue à apprendre. Valérie, je te donne la parole. Oui, ben c'est bien que tu l'aies souligné. Moi, j'étais ta première. Fait qu'on a vécu plusieurs choses ensemble. Mais tu sais, je pense que pour revenir sur la relation entre un étudiant et son superviseur, ben moi, Ingrid, elle avait supervisé mon travail dirigé à la maîtrise. Puis j'ai un petit peu décidé de faire un doctorat sur un semi-coup de tête. Là, tu sais, dans le fond, je ne savais pas si j'avais le goût de travailler
comme clinicienne, puis je m'entendais super bien avec Ingrid, on avait des projets super intéressants, fait que je me suis dit, bon, ben, je vais continuer là-dedans. Mais le problème d'avoir fait ça, en fait, c'était que j'avais jamais écrit d'article, j'avais pas de publication, j'avais pas un dossier académique qui était magique. Donc, pour avoir des bourses en rentrant, mais c'était impossible ou très difficile. Puis, ben, ça a fait en sorte que moi, Ingrid et moi, on a toujours été super transparentes avec l'argent. Là, donc, mais moi, il fallait que je travaille en même temps. Donc, quand parce que les bourses du gouvernement, c'était pas suffisant pour me permettre de survivre. Donc, j'ai jumelé travail comme orthophoniste et études pendant 2 ans. Puis, ben, ça a peut-être un peu mené à ma perte comme personne dans le milieu académique. Mais finalement, on a réussi à avoir du financement d'un organisme qui s'appelle Mitax, je ne sais pas si vous êtes au courant, en s'alliant avec un organisme, un organisme public. Puis, c'est le moyen qu'on a trouvé d'avoir du financement le plus rapidement possible, disons. Mais ça a été quand même... mais moi, je pense que c'est important d'être super ouvert avec ton superviseur, parce que si la personne ne sait pas que tu n'arrives pas à joindre les 2 bouts à la fin du mois, il n'y a personne qui peut t'aider, tu es tout seul. Donc, tu sais, moi, Ingrid, je veux dire, j'ai travaillé un peu pour elle, j'ai fait de la correction, on trouvait des petites jobs ici et là, mais étant une jeune chercheure, Ingrid, elle n'avait pas non plus les moyens d'un gros labo, là, donc c'était comme les deux, on a travaillé fort là-dedans, mais je pense que si on n'avait pas été transparentes l'une avec l'autre, ça aurait été encore plus difficile. Puis, moi, je repars du milieu académique sans rancune, sans colère. Ça a été super le fun, malgré le fait qu'on a eu des moments plus difficiles. Puis c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui pour en parler avec vous autres. C'est parce que, à cause de la transparence que j'avais avec Ingrid au sujet de l'argent, quand on a pris toutes les décisions qu'on a prises ensemble, on était tous les 2 d'accord, puis on peut continuer. Puis je continue à travailler avec Ingrid sur des projets en tant que clinicienne. Puis ça me donne encore le goût de rester attachée au milieu académique. Là. Fait que c'est vraiment important d'avoir une bonne relation qui est transparente. Je sais pas si je réponds à la question. I love to talk about transparency. This is an anecdote, but it's one of the things that I remember about money from when I was doing my PhD was that I went out for coffee with a professor, not my main supervisor, but somebody that was on my committee. So yeah, a professor that was close to my project, and we were friendly. And she was complaining. I mean, she was talking about how it was so difficult for her to live on like 60% of her salary because she was then on sabbatical. And it was difficult for me to have empathy because at that point I had actually gone beyond my funding. So I had no funding. So I was living on 0% of her salary. So, I mean, her truth was her truth, but it was like one of those moments where I was like, oh. Anyway, small anecdote. I'm going to come back to that anecdote when we all going to share our worst experience. I've seen Andrea, you've raised your hand. Rachel, I think Andrea, you were first. It's okay, Rachel? Yeah. So I think what Valérie was saying around the idea of I didn't quite know what I was getting into, but at least I had this transparent conversation is really important. And there's this piece where this comes into the cultural part of money and talking about money. So in, I would say like white Anglo Canada, talking about money is not something we do very much. It's very much, it can be seen as, it's not part of polite conversation. And I know I grew up with that. And so I have a discomfort around talking about money, but I know I have to, so I do it. But it's not like something that comes really easily. And it also feels like I'm being pushy when I talk about money and when I'm trying to negotiate. So there's this sense, I think this is part of a gendered piece that, men are much better, and there's documentation about men being better at negotiating and bringing up money in meetings to make sure that's part of the package when they get hired, part of the package when they get promoted. And as women, we don't necessarily put that on the table, and we need to. But part of my search for a PhD lab when I was looking at different places was thinking about what was the minimum amount I was willing to accept
in order to move forward. So I was not willing to do a PhD for free, but I was willing to, if I could get this part covered, I was willing to work like as a TA or a research assistant to cover the rest. And that was part of why I ended up in the States, because at the time in Canada, there was very few PhDs in communication sciences and disorders or rehab that had paid positions. So you could come in with your own funding, or you came in on your own, like loans or other arrangements. So for me, that was a part of my decision making. So at least I knew what was my line in the sand going in. And then I made sure to bring that up regularly to make sure that I stayed above that line. But it's not, it's not always easy. And, PhD supervisors, their fundings you could have bad timing and be between two grants. But that's where kind of the bigger department or the university should be able to come in to support students through that period, and doesn't always happen. So I think that's all I had to say. Go ahead, Hashem. Well, actually, you kind of paved the way to what I was gonna build up on, because hearing Valérie speak really hit something that I've always known, but kind of reminded me of, is that we're kind of in a different bubble, engineers. Like, doing a master's without getting paid or doing a PhD without getting paid is unseen. Like, it's not possible. You can't bring an engineer and have them do a PhD and not pay them a salary. I've never heard of that, but I know that in fields like history and like the arts, and now I know that potentially audiology and orthophonie, that it's possible that you hire someone for a PhD. I say you hire someone as a PhD, but you don't pay them. So it's, I mean, even I thought that I was mistreated when I did my master's, because I did my master's in the US and I was paid for it. I had a teaching assistantship. So I had to teach to get paid to do my research as well, so I was teaching, I was doing my research, and I had 2 other jobs that I was doing to be able to live paycheck to paycheck, and I thought that was mistreatment, because I should have been paid for my research, because I am advancing the career of my professor. Everything that I do advances the career of the professors that I have. As a student, that's what we're doing. They get tenure because they have students. They get promotions because they presented at X amount of conferences, or that they have this many papers that they were supervising on. So for me, it's to hear that there's a possibility of not even getting paid at all, whether it's, very little, because let's be honest, even when I say engineers are paid, it's minimum wage, if that, actually. It's mind-blowing, actually. It's crazy that it's even legal that we do that, because, and maybe this is different as an engineer, because I keep thinking about that throughout, and my text came up, is that more and more in academia, especially with engineering these days, funding is coming from industrial partners. So it's crazy to think, like, exploitation. I saw Jennifer earlier, she typed like exploitation. There's a reason why this is a theme in academia. There's a reason why in Quebec there's a limit to how long your PhD can be, because it is cheap labor. PhD is cheap labor. So in the US, you have these PhDs that are like 8-9 years long that are still going because the advisor, which goes back to clarity, right? Because the advisor keeps changing what does it take to finish your PhD. It's, I really actually appreciate that of Quebec in particular. I don't know if this is in Canada, but in general, but that it's very defined, it's, you have to be done by this amount of time, or else you're not going to get your PhD. So, because there's abuse and exploitation are easy in this field.
Definitely, thank you. And you also bring me back to one of the questions that I really wanted to discuss, because we had the gender question brought up by Andrea, but it was also brought up before when we exchanged through mail. Is getting paid gendered in academia and elsewhere, of course, but also, and you pointed at that, Rachel, and that's why I wanted to have people from the rehabilitation fields and people from the engineering fields, because we live in different bubbles. And I experienced that because I'm on different interdisciplinary research projects. If I want to work with a master's student in engineering, or even a bac student in engineering, and he or she's going to do her research project in my lab, they are expecting to be paid for that. But if my speech language pathology student is doing a research project in a lab, they have to be grateful for the lab to accept them. And it's like a fantastic opportunity to get in contact with research. And so I've had students from the different fields working on the same project, but being paid, and the approach was totally different. So Michel, maybe I would like you, j'aimerais que toi tu parles de ça, parce que je pense pour un ingénieur, ça va être de se dire, si je reste dans l'académie, je peux rater une carrière où je peux finalement être payé peut-être beaucoup plus que dans l'académie, alors qu'en réhabilitation, le fait d'avoir une carrière académique ouvre une possibilité financière plus importante que la probabilité qu'on ait dans la vie classique, clinique. Donc, Michel, je te donne la parole. Je suis clairement d'accord avec ça. Moi, on va dire la question de base que je me pose et que je pose aux gens, et que c'est un peu le credo que j'essaie de suivre, c'est: est-ce que mon travail, c'est uniquement ma source de revenus? Ou est-ce que, comme on disait au début, est-ce que mon travail, c'est ma passion et façon de parler? Je ne vais pas au travail pour gagner des sous, mais je gagne des sous en faisant la chose qui me plaît, en fait. Et moi, c'est tout autour de ça, on va dire, que j'essaye de graviter. Et aujourd'hui, on va dire, j'ai plus été impliqué dans l'académique, parce que justement, j'ai décidé de poursuivre des études, j'ai décidé de me spécialiser, j'ai décidé on va dire, d'avoir un background assez conséquent pour pouvoir être armé pour la suite, que ce soit académique ou industriel. Et justement, j'aimerais, après on va dire mon parcours académique, partir plus en industrie. Donc, premièrement, pour goûter un peu à l'argent, parce que malheureusement aujourd'hui, façon de parler, l'industrie, c'est ce qui paye le mieux, et que pour l'instant, je n'ai pas eu je ne juge pas avoir eu assez d'argent, façon de parler, vis-à-vis de mon parcours professionnel. Et c'est ça, en fait. Alors que, bizarrement, peut-être que la chose qui me conviendrait le mieux, ce serait de rester dans l'académie. Mais peut-être dans l'académie dans lequel, on va dire, le travail du chercheur, comme il a été dit là précédemment, le travail du chercheur, il est plus reconnu. Le travail du chercheur, il est plus rémunéré, et quelque chose qui est... ça, je pense que l'académique, il manque beaucoup de reconnaissance, en fait, dans le sens où l'industrie est plutôt orientée, on va dire, concurrence, marketing, et du coup, ça fait monter les prix, alors que l'académique, comme Rachel a bien dit, c'est cheap people, cheap member, et en fait, on sert de ça, en fait, on sert de ça parce que le job, il est fait, le job, il continue à être fait, et en plus de ça, les étudiants se mettent la pression pour pouvoir être fait, pour avoir de la reconnaissance. Et en fait, c'est tout un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'on est mal payé. Donc, comme on est mal payé, il faut qu'on tire, et que la chose qu'on va capitaliser, c'est la reconnaissance. Mais si on montre qu'on peut avoir de la reconnaissance, les gens vont continuer à mal nous payer, en fait. Donc, où est-ce qu'il est le début de la boucle? Où est-ce qu'il est la fin de la boucle? Je ne sais pas trop. En tout cas, c'est quelque chose qui, je pense, qui mérite d'être réfléchi. Excellent, merci. Andrea, je vais te donner la parole, mais je voulais proposer la chose suivante pour la suite de la table ronde, parce qu'il est 12h29 et il y a encore plusieurs sujets dont on pourrait discuter, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui sont avec nous, qui ont des questions, qui voudraient contribuer aussi. Donc, je proposerais d'ouvrir aussi aux questions du public, et donc, si vous voulez prendre part à la discussion, levez votre main jaune, vous pouvez la trouver, je pense, à côté de votre nom de participant, vous pouvez faire raise hand ou lever la main, et on vous donnera la parole au fur et à mesure pour échanger avec les panélistes, les invités d'aujourd'hui. Andrea, à toi.
Oui, je veux juste enchaîner un peu sur ce que Michel disait aussi. Si j'ai compris, une de tes stratégies, c'est développer à la fois un dossier qui est intéressant pour le monde académique et le monde privé professionnel. Et je trouve comme, même comme prof carrément dans l'académie maintenant, il y a aussi cette responsabilité de plus en plus, il faut être capable de faire tout pour tout le monde. Et puis, comme étudiant, le défi de devoir développer son portfolio académique, et puis tout ça, c'est énormément de travail. Et puis, en parallèle, développer un portfolio professionnel. Et c'est comment faire ça bien dans les deux aspects, dans un temps limité. Puis je vois aussi nos étudiants en réadaptation avec ce défi où il y a peut-être des possibilités de travail dans le monde privé ou public, mais pas académique. Alors, je ne sais pas, peut-être Michel ou Catherine ou Rachel, comment vous avez vécu ça de devoir faire... c'est pas juste votre thèse, right? C'est de plus en plus la thèse plus. Actually, especially for engineering, I did a postdoc in an Elevate postdoc, and my PhD was also with an industrial partner. So both were with an industrial partner. So here I was thinking like, look, j'ai la force. I have my academic side. I've published papers. I also did my industry side. I'm a perfect candidate. I have publications. I have patents. But then you go to academia and they're like, you don't actually have enough papers. But it's like, but dude, you keep telling me that I should have industrial partnerships. And it's like, yeah, but you have to be everything. You have to be the perfect industrial candidate that worked 2 years at academia, but in industry, but also published 6 papers during your 2-year postdoc. And it's like, who is this candidate? Who are these people that are capable of doing all of this? And then at the end, what you realize is that you just have to wait. You wait it out till, you're like 10 years older and you had the time to become this perfect candidate that they're looking for, because you don't actually physically have the time to be everything. You can't be someone who's worked for industry and who has published a lot of papers. These two demand the same, like you only have the same amount of time in your life, so you can't be both. It's difficult. It's very difficult. I don't know why we're in it, honestly. Like, the more I talk about this, I'm like, what is happening? No, I love it. I'm not gonna lie. I love it. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Je peux peut-être ajouter là-dessus, puis de la discussion d'Andrea sur c'est ça, être le candidat parfait, avoir tout. C'est comme un peu, si c'est ça, nos publications sont notre paye, vraiment. Je pense que c'est un peu l'impression, là. Donc, peut-être le salaire versus le montant de travail qu'on fait. Je travaille encore sur des articles de l'autre postdoctorat que j'ai terminé, donc les fins de semaine, pour avoir... Donc, je ne suis pas payée. J'ai déjà été payée pour ce postdoctorat-là, mais je veux avoir les publications. Donc, ça se prolonge. Donc, il y a d'autres projets qu'on fait au parallèle qu'on n'est pas du tout payé, mais que pour nous, c'est un peu notre paye à la fin, même si ce n'est pas monétaire, justement, pour être un candidat potentiel, pour avoir un emploi dans le milieu académique. Je ne sais pas si vous sentez comme ça aussi, mais ça fait partie de développer notre dossier. Moi, ce qui me frappe dans ce qu'on dit ici aussi, c'est la distinction qu'on continue à faire entre ce qui est professionnel ou académique, et que ça reste que le milieu académique. Dans nos têtes à tous ici, je pense, c'est que c'est pas professionnel. Et je pense que c'est aussi une vision de la société. Et c'est quelque chose qui souvent, mais qu'est-ce qu'on fait avec un PhD? Ce sont des personnes qui ne sont pas capables de vivre dans la vraie vie. Et je voudrais t'interpeller, toi, Valérie, est-ce que dans les compétences que tu as développées pendant tes 2 années au doctorat et les situations dans lesquelles tu t'es retrouvée, donc je veux dire le travail de recherche, mais tout ce qu'il y avait autour en termes juste de survie, de t'organiser pour survivre, est-ce qu'il y a quelque chose qui finalement tu peux faire valoir dans ce qu'on appelle donc la vraie vie professionnelle?
ou est-ce que tout est foutu? C'est vraiment deux mondes séparés. Non, je pense pas, non. C'est sûr que là, moi, je pense que si j'avais continué vers le public, j'aurais pu faire valoir des compétences de gestion de projet, là, parce que pendant les étés, je m'occupais de plusieurs projets au labo. Mais sur un gain personnel, je suis rendue vraiment rapide pour écrire des choses. Donc, écrire mes rapports d'évaluation, ça me prend 2 minutes puis c'est fini. Fait que je pense que là, maintenant que j'ai juste une job dans la vie, j'ai tellement de temps libre. J'ai vraiment appris à être efficace. Je peux faire une journée de... mettons, je vais à la clinique de 8 à 6, puis là, je peux faire 4 journées comme ça, tout rentrer mon travail dans ces journées-là, puis avoir une longue fin de semaine de 3 jours. Fait que je pense que sur un plan personnel, j'ai acquis beaucoup de compétences au doctorat qui me servent dans ma pratique privée. Mais il y aurait plein de choses, mettons, j'ai monté des formations, des petites formations, des présentations, c'est super rapide pour moi. Donc, si on avait plus d'employés à la clinique, si on pourrait faire des formations, du développement professionnel, des choses comme ça, puis au public, je pourrais faire valoir aussi ces compétences-là si je travaillais au public. Mais je pense pas qu'il faut avoir une distinction. Là. Moi, je pense que ce qui m'a encouragée à accepter ma décision d'arrêter le doctorat, entre autres, c'est que je me disais, bon, ben, c'est pas 2 ans de perdu, là, c'est 2 ans qui m'ont appris tout plein de compétences qui vont me servir dans la vraie vie. Ouais. Jen, you were reacting on the... Merci Valérie. You were reacting on the being paid by papers. Yeah, I mean, of course, right? And that's exactly right. Like Catherine was saying, that's exactly it. You get paid in prestige, you get paid in your title, you get to be a professor, et cetera, et cetera, et cetera. But it's delayed, right? And if you think of like, how many of us have friends and colleagues who started their job at the age of 22, 23 and have been working, and like that accumulated wealth of being 10, 15 years out of the real job market because, you don't, like I came back from the States, I didn't have a credit score. So again, that took me a few years to have a credit score in Canada. And so there's like all these delays. So yeah, I have a good job now and I have relative, knock on wood, don't tell Jason Kenney in Alberta, I feel like I have a bit of job security. But would I be in such a different position if I had started a job, 10 years before a real job? I think it's that piece where it's like, eventually that prestige might be contributed. So I don't know. It still feels like not a good exchange. Which is making me think that with Catherine, we need to think of some strategies of when you finish your postdoc, that writing work comes back on my desk and you've done the work you needed to in that piece, but you're still associated with it. It's trying to think more clearly about those limits, and it's not a hobby, like my hobby, if I didn't have a job, I'd be like trying to sail around the world. Like if I had enough money, that would be my hobby, not working 50 hours a week. A lot of folks look at, when PhDs have such low unemployment in Canada. I mean, let's not talk about, how good those statistics are and what they're actually, determining. But anyways, low unemployment and higher salaries and as across the board than people with master's degrees or bachelors. And sure, but to Andrea's point, those are just annual salaries. That doesn't say anything about, lost compound interest, late entry, much later entry into the housing market. I mean, that is a lot of losses. And the challenges that come with not being in the labor market for those years. These are considerable challenges. And I get so mad. I get really mad because folks can say things like, and they say this in English, the PhD opens doors. I get really mad. There is a big difference between you have a PhD and you are going to make the best of it and you are going to leverage it. And we, let's figure out together,
with me or with the career services or with your professor, or with other mentors, like, let's figure out how we can make good use of it so you can go and get a fantastic job and make lots of money and have tons of impact and whatever, right? All the things that you want. There's a big difference between that and should you, in fact, do a PhD? Right? Does that make sense? Yeah, it does. J'ai vu Rachel, tu as levé la main, mais je vois aussi que Jacqueline a levé la main. Et Jacqueline, je voudrais commencer par te donner la parole. Merci. Étant donné que je suis haute, je ne peux pas lever ma main. Désolée. Oui, so I have a few comments because I come from the private business of rehab. I actually worked for 5 years before deciding to do a PhD. And to me, I decided to accept to make $0 suddenly and drop over $50,000 of salary to do this because I believed in a greater good and I could do more with a PhD. And it's interesting because now I'm in this situation where I had a lifestyle and I'm not a very high rolling lifestyle person. I just have to pay my rent and all this stuff that was the equivalent of what I was making before. And now I receive some money from one prof, some bursaries here and there. I have to supplement with TAing. I also work part-time and I also do all this committee things on top. And also I do a full-time PhD, which is, I think, the reality of so many students. And I get the comments that I don't work hard enough on my PhD and I'm not producing enough sometimes. Not in a bad thing, but in a bad way, but as a maybe you should be producing so much more because you might be slowing down your PhD and not graduate within 4 years. Let's put it like that. So I'm going through all of this, and it's, to me, coming from the private sector and suddenly having to beg for money in demands was such a flip of mentality. And like Valérie said, like if I had to prepare a workshop, or if I had to teach something at a clinic before, I got paid for those things. If I was on a marketing thing, I got paid for that. Maybe not the same salary as I made as a clinician, but I got paid. So it's so weird in academia to me to understand all of these extra tasks, and the emails takes forever in one day. And you're just sitting on your couch at 10 till 11 p.m. doing that. And you're like, well, this $20,000 is really stretching it thin. And I'm not complaining in whatsoever. I love it. I love the flexibility, but it is so weird. That's all I can say. Coming from somewhere where I worked, I got paid. And that was simple. That's it. That was my comment. I think you have the right to complain, though, because I did the opposite. So still at university, and I was stretching it thin, really thin, and now all of a sudden I have so much money that I can buy plants if I want, and I can buy the new furniture, and I'm living my life. And so I think you have the right to complain, because for me it was a big part of, like, I wanted to buy a house soon and have kids soon, and I was thinking I'm never gonna make it because I don't make enough money to sustain like not a big lavish lifestyle, but just like a regular life, And I'm gonna give la parole to Philippe, and then Rachel. Rachel, is it okay for you to wait to allow other people speaking? 100%. I've been speaking. Yeah. So, mais juste, I just wanted to use my privilege as a voilà la directrice de la table ronde to say this is crazy, because I believe it is important that students complain. Otherwise, directors don't know, and nobody knows. And I was tricked during my PhD to believe that I couldn't handle money until I realized years later that, my God, I was extremely good at handling money, because I was living on such microscopical wage. But nobody told me that this was ridiculously little. Even my director was like, oh, you're getting paid from 2 different things. That's a lot for a PhD student. And he was a medical surgeon making loads of money and complaining about the art that he couldn't
buy for his home. And so pretty much, I think we need to, it's not like complaining, poor me, poor me, poor me, but it's just like, is this normal? Am I alone? We need to talk about it. I think we need to talk about it. Philippe. Oui, écoutez, beaucoup de choses. C'est clair que c'est un sacrifice faire une maîtrise, un PhD. Ça l'a toujours été. Je pense que c'est pire aujourd'hui que quand moi j'ai fait ça parce que quand j'étais à votre place, puis je me souviens très bien et comment c'était. Le coût de la vie a augmenté, les frais de scolarité et le financement de la recherche de façon générale, les bourses en particulier n'ont pas suivi. C'est la même chose pour le financement le financement de la recherche en général. On a du personnel à payer, les salaires augmentent avec les conventions collectives et puis ça prend une partie de plus en plus importante du financement de centres de recherche, de réseaux ou des fonds qu'on peut obtenir comme chercheur. Ou bien on diminue les heures, ou bien on coupe des postes pour essayer d'équilibrer, ce qui fait que tout le monde fait plus avec moins. C'est quelque chose qu'on essaie on lobby auprès du FRQS, on a une table des directeurs, ils sont conscients. Vous pouvez aussi faire ça. Il y a une table pour les étudiants intersectoriels. Et eux, c'est sûr, ensuite vont voir le ministère de l'Économie et espérer avoir plus de sous, mais c'est jamais populaire, la recherche, c'est jamais une priorité, ou enfin, c'est une priorité théorique, mais quand vient le temps de mettre des sous, souvent, si vous regardez les budgets, l'augmentation de la recherche, on donne plus 1%, plus 0,5%, année après année, ça finit par s'accumuler. C'est vraiment, en tout cas, je comprends que c'est difficile, mais on le fait aussi pour des raisons personnelles. On veut étudier, on veut progresser, on veut contribuer. Oui, je comprends que c'est difficile, et plus difficile maintenant qu'il y a 20 ans, je dirais. Quoi d'autre? Il ne faudrait pas non plus généraliser que tous les profs ne savent pas ce que vous vivez. Je pense que beaucoup en sont conscients. Et c'est ça. Il y a des actions à faire, c'est sûr, là, de représentation, de lobbying. Philippe, tu dis, je suis d'accord avec toi, je pense que beaucoup de profs en sont conscients. Est-ce que est-ce que c'est un sujet qu'on ose aborder, ou est-ce que justement, moi je te dirais oui, on en est conscient, mais après on se dit, mais que faire? Et donc, que quelque part, c'est aussi facile de le mettre un petit peu en dessous du tapis parce que au final, on est peut-être mal outillé, ou bien au contraire, non, ça m'est propre et les autres profs, ils sont très à l'aise d'aborder tout ça. Qu'est-ce que c'est ton avis à toi? Ça a été abordé, ça a été abordé à la table des directeurs de centre, là, par exemple, au FRQS. Mais malheureusement, je pense que la conjoncture avant la COVID était vraiment bonne. Là. Il y avait vraiment une volonté, je crois, du FRQS avec le scientifique en chef, aussi la nouvelle directrice, d'aller chercher, de demander des augmentation substantielle du budget du FRQS, puis ça regardait bien. Mais maintenant, avec la pandémie, qui sait? Ils vont argumenter que la recherche est importante pour réagir à des nouvelles pandémies. Alors, peut-être que ça va fonctionner. On va voir au prochain budget. Mais donc, c'est des actions, oui, je pense que les gens au FRQS sont très conscients, mais eux ont le choix. S'ils augmentent les bourses, c'est qu'ils vont en donner moins. C'est mathématique, là. Alors, soit on garde les bourses moins élevées, puis on donne à plus de monde, on saupoudre, ou bien on diminue le nombre de bourses, puis on augmente. C'est vraiment malheureux, mais c'est la situation dans laquelle on se retrouve. Merci beaucoup, Rachel. I don't know if this is still going to be,
it's going to make sense where this is coming from. But what I wanted to say is that the one thing that we could really establish from this conversation is obviously masters and PhDs are not being paid enough. But I feel like there are certain things that came up that we need to be careful, because there is a price of admission to live in academia. You know, like it's kind of, you have to think about residents and people who go through med school. There is a part that's difficult that you have to go through, that you're not necessarily being paid well to get to an eventual good place, right? And I think what's important here is, like we talked about, is clarity, is that you must know from the beginning that this is a hard path. Not that I'm saying that we shouldn't get paid. I think it's very important that we get paid and that our salaries increase, but that doesn't solve all of the issues that came up in this conversation. I just want to bring up that there are things that came up about academia that I think will forever be part of academia, and it will be part, like a price of admission. It'll be what we as people who want to be part of this group know about beforehand and decide willingly to do it. You know, like I made the decision after doing a bachelor's in electrical engineering against my parents, you know, will, who really wanted me to go work. You know, I came from Michigan, who wanted me to work in one of the big 3 car companies, starting at over $100,000 salary. 12 years later, I'm still not making $100,000, you know, but I'm happier. So I think we have to keep that also in mind. There's a price of admission, and it's up to you. Is this something that's a path that you would like to take? Hopefully we're all being paid enough. You know, I want to underline that yes, we're not being paid enough. That's true. But there's a part of it that we have to just realize from the beginning as part of the path of this career. And that either you want to take it and decide that there are sacrifices you have to make, just like residents, you know, don't really get paid and have to work crazy hours and work way more than us, except that eventually they make a lot more money than us. You know, at least they have that to get to. But I'm just saying, there's probably a price of admission that we need to consider as well. Merci Rachel. Jen, je vais te donner la parole, mais je voulais vérifier. Jeff, tu avais levé la main, Jeff McCrossin. You raised your hand. It was brief, but I wanted to check. Do you want to speak? Sure. Yeah, I was just wondering. I mean, yeah, I get it that it's difficult and that there's a lot sort of working against students and postdocs. But what are some things that people have done, you know, to be able to navigate, to make the flexibility work for us? You know, I've had some. I attended a talk. What was the title of it? How to make more than minimum wage as a grad student, and it was fantastic. You know, I went from, you know, I had a small entrance bursary in my first year as a PhD student, and then I was inspired by this talk, and I was able to, you know, ask for money when I hadn't asked for money, you know, before. I was able to, you know, apply for all sorts of grants that I didn't know existed because I started asking around, and I did some things that worked out for me. And I'm just wondering, you know, if other people have suggestions about what's worked for them, how they've managed, you know, despite the, you know, all the adversity that we're faced with. How do they manage to make a living wage? Good question. Yeah, great. Who wants to answer that? Entre-temps, moi, j'aimerais répondre à ça aussi, et c'est en lien avec ce que Rachel dit aussi. Oui, there's adversity, but we're doing it for a reason. We're staying in it for a reason. And Jeff, what you're naming, being able to ask for money, so that's what you said after the talk you attended, you were able to ask for money. I think that realizing that it is actually also about your own boundaries, what you want to accept or not to accept, and that it is actually a choice that also makes you more proactive. You can actually ask. It's not wrong, it's not bad, it's not dirty to ask, and the answer can be no, but also the answer can be, oh, okay, you need more money to survive, let's see how we can
arrange that. So asking for me, when I realized I can actually ask and look around and ask colleagues, so how do you fix that for your students? And then they're going to say, oh, I applied for this grant, or I did this, or I did that. So already just realizing that it is something you can ask about and you can talk about, and it's totally normal. It's totally normal to need money to survive, and it's totally normal to need to survive as well. It could be a basic that is not on for everybody. So Andrea, I saw you were. I think the idea of asking is really powerful, and having that agency. And I think that's part of the challenge of being a master's or PhD, is we so often frame ourselves as, I'm just a PhD, I'm just learning, I am not yet the expert, instead of thinking of ourselves as, yes, I'm still learning, and we are always still learning, but I also have this realm of expertise under my belt, and that can open doors for me. And I think that's a really challenging shift in position, because we're often in the position of being evaluated and being thought of as very much a learner, and kind of shifting that and thinking of ourselves as somebody with expertise and expertise to contribute, right? Like Valérie talked about her writing skills that have gone up quite a bit. So writing, being able to read, doing rapid reviews or reviews for agencies, that's stuff that we can do that would be better paid than minimum wage. So I think trying to think creatively, but it takes time. I experienced, because I had a lot of limits on my ability to work off campus, that was a major limiting factor in my graduate experience. And so I had to be creative within a really small system. So the working multiple jobs was very much part of my reality at that time. But, I loved and still love what I do. So I don't know, it's always that balance. But I think that's a really interesting way of framing it, Jeff. Rachel? I think empowering our students is so strong. One thing that I always remind my students is that actually you are the expert in your field. I'm sitting here judging you, but you know your project more than anyone in this room. Every time there's a defense, every time I'm prepping one of my students for a defense, I remind them that yes, we're going to ask you questions, but at the end, you are the expert. And I think, especially at a PhD level, masters, I don't know how much, I must say that I'm hesitant to say you are the expert in this room because of the nature of what a master's is, but a PhD, no one has looked at this topic as intensely and spent so much time doing it. And I think that that's a good way. Once students feel empowered that they are actually the experts in their field, then they're also empowered to ask for their rights, to be like, hey, well, if I am the expert in my field and you think that I know my stuff, well, then can you pay me? And Jeff, just to go back to what you said, for the first time, I graduated from my bachelor's in 2009. So you can imagine how long it's been. Last year was the first year that I actually negotiated a salary, where I was like, I will not come back unless I'm paid this minimum. And they accepted. And it was like, my mind was blown. I was like, oh, I'm never going to come back to this lab because it's never going to happen. But it did. And I'm so much happier in my job, actually, because I feel that I'm actually being paid what I deserve, even though what my job entails hasn't changed very much. It's just that now I feel like I'm actually being paid for all the work that I do, rather than before I had so much resentment because I felt like I was doing all this work, but I wasn't paid enough. So you're like, why am I doing this? But now it's like, well, actually I'm being paid enough. So, and I love it. I think that's important to ask. We have 1 minute left. And I would like to invite Michelle, Catherine, Jen, and Valérie, who haven't spoken for a while, just in 15 seconds. What are your last words? Qu'est-ce qui vous reste de cette table ronde, Michelle?
Moi, pour rebondir juste sur la question de Jeff, je pense pas que je suis le bon exemple parce que je suis boursier et plutôt que de chercher d'autres sources de revenus, j'ai décidé juste de m'adapter à ma source de revenus. C'est-à-dire que mon directeur a été bien sympa de me trouver une bourse déjà, de me l'accorder. Et il m'a dit, voilà, ça te suffira pour survivre. Et façon de parler, je survis avec ça. J'ai accepté, comme on l'a dit pendant toute cette rencontre, que c'est un sacrifice financier, mais pas intellectuel. Donc, je capitalise plus sur l'intellectuel et on va dire je sacrifie mon porte-monnaie pour quelques temps, on va dire, en espérant que justement je puisse capitaliser sur cet intellectuel plus tard et avoir plus de sous et mériter, comme dit Rachel, mériter ma paye. Voilà. Excellent. Merci à toi, Catherine. Peut-être les derniers mots, on parlait de passage obligé un peu, là, d'avoir en idée qu'est-ce que c'est le cursus, puis le passage obligé qu'on doit faire pour aller à la fin. Puis je pense que peut-être à ce moment-là, je pense qu'on connaît bien le passage obligé du doctorat, mais c'était peut-être un peu plus nouveau pour moi, le passage obligé du postdoc. Qui peut être plus ou moins long. En ce moment, je suis très heureuse avec mon salaire, mais on sait qu'il y a beaucoup de salaires de postdoc qui sont très moindres. Même, j'étais payée moins que quand je faisais mon doctorat. Donc, c'est ça aussi peut-être de la conscientisation, dans le fond, de ces différentes étapes au début avant de s'engager qui Merci. C'est important. Valérie. Comme un peu Jeff disait tantôt, là, je pense que c'est important de chercher des sources de revenus alternatives. Puis finalement, avec Mitax, j'aurais eu assez pour survivre, mais j'avais déjà pas mal pris ma décision que j'allais arrêter. Donc, j'ai pu bénéficier du support d'un super beau projet que j'ai vraiment aimé faire. Puis probablement que j'ai pas quitté l'académique juste à cause de l'argent. Il y avait d'autres raisons aussi. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de fouiller un peu puis d'essayer de se faire des partenaires à l'extérieur du milieu universitaire. Je pense que c'est un bon moyen pour survivre parce que j'aurais pas eu un lifestyle super élevé avec la bourse de Mitax, mais j'aurais quand même été capable de survivre. Là. Ouais. Je pense que c'est important de chercher ailleurs. Comme Jeff l'a dit tantôt, je suis d'accord. Merci. Jen, you have the last words. Thank you. I have so many things to say, but I won't say them. So definitely check out my friend Emily Roberts, Personal Finance for PhDs. She's in the US and is focused on the US, but there's a lot of really amazing discussion. She's got a podcast, lots of great resources. So that's Personal Finance for PhDs. And then the second thing I'd say is to any students, postdocs, you are right to expect more. And, if you're not going to get more money, right, for all of the reasons that we've talked about and all the other reasons, then it is I think you're right to expect more in terms of your preparation for your career afterwards and, other kinds of support and mentorship and et cetera, et cetera. I think you are right to expect more and I hope you get it. Good luck. Thank you. Thank you very much. Thank you to all of you who took the time to be here today. Jacqueline, est-ce que je te redonne la parole pour clôturer cette table ronde? Oui, merci Ingrid. Merci à tous pour cette merveilleuse conversation. Je pense que j'étais très investie dans cette conversation moi-même. Thank you all for participating. It was so great to hear your opinions and what you lived through about the subject. Thank you Ingrid, thank you Jennifer, thank you Valérie, thank you Rachel, Catherine, Andrea, and Michel. We really appreciated having you guys with us and allow the career students to listen to you guys. On a vraiment apprécié d'avoir vos opinions et de permettre aux étudiants d'écrire, de vous écouter. Donc, merci beaucoup de votre temps et merci de nous permettre de vous avoir enregistré. Merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Have a nice end of your day. Merci tout le monde.